le Focus, on décrypte ce soir l'actualité. L'actualité, nous avons choisi pour thème ce soir la réaction des commerçants face à la fermeture de leur établissement, puisqu'ils sont considérés comme étant des commerces dits non essentiels. Pour ce faire, nous avons ce soir sur notre plateau Victor Venutolo, président de l'Association des commerçants de la Galerie commerciale de Destréland. Fabrice Calabre, commerçant dans la restauration à Dotemar, mais c'est un invité qui arrive sur la route. Nous avons Thierry Reynaud, commerçant dans la restauration en centre commercial à Bémao. Et nous avons M. Christian Bichara, commerçant à Pointe-à-Pitre. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bien, alors on sera discipliné pour prendre la parole, n'est-ce pas? Je vois à tour de rôle. Comment déjà vous vivez cette décision, cette restriction, cette obligation de fermer les commerces suite à la décision du préfet? Je commence avec vous, Monsieur Reynaud. Très bien. Alors c'est vrai que c'est une décision difficile. L'ensemble du corps des commerçants est vraiment affecté par cette décision. Après, c'est vrai que c'est difficile pour les institutions et de prendre les mesures qu'il faut pour maintenir l'état sanitaire de notre petite île. Mais c'est vrai qu'autant des commerces non essentiels comme ceux de la restauration ou d'autres, on peut le comprendre, mais il faut aussi comprendre que c'est essentiel de maintenir le tissu économique. C'est ça. Parce que demain, si le tissu économique est affecté ou est inexistant, ça va créer beaucoup de désordre, beaucoup de mal-être, de problèmes de santé, parce qu'un chef d'entreprise et ses salariés dont il est le bon père de famille, entre guillemets, demain, si ces salariés sont au chômage, ça aura une facture sur leur santé, ça aura une facture sur la société, et ça, il faut le prendre en compte. Bien sûr, on va dire un effet boule de neige pour ceux qui peuvent visualiser la chose. Monsieur Bichara, comment vous vivez la situation à Pointe-à-Pitre? Mais moi, je crains que ce ne soit le coup de grâce porté aux commerçants de Pointe-à-Pitre, parce que Pointe-à-Pitre est sinistré. Le commerce de Pointe-à-Pitre est sinistré. Vous savez, il y a 20 ans, Pointe-à-Pitre était le premier employeur de la Guadeloupe. Il y avait le poumon économique de l'île. Ouais, pour moi, exactement. Il y avait plus de 10 000 emplois à Pointe-à-Pitre et sa périphérie. Maintenant, bon, c'est fini. On a subi plusieurs crises qui ont fait que Pointe-à-Pitre est vraiment sinistré. Donc ce nouveau confinement est vraiment très dur à supporter, d'autant plus que nous, on a du mal, les commerçants de Pointe-à-Pitre ont du mal à comprendre comment certaines grandes surfaces sont ouvertes, notamment des magasins dits soi-disant essentiels, de bricolage, etc., qui sont ouverts avec plusieurs milliers de clients reçus, alors qu'à Pointe-à-Pitre, il n'y a que de petits commerçants. Tout à fait. Vous savez, les commerces de plus de 200 mètres carrés à Pointe-à-Pitre se comptent sur les doigts d'une main. Il n'y en a plus. Il n'y a que des petits commerçants, des commerces de 50, 100 mètres carrés, et puis avec 2-3 employés. Maximum. Maximum, voilà. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi eux, on ne les laisse pas ouvrir, alors qu'ils peuvent contrôler la jauge de l'entrée des clients, etc., et qu'ils pourraient continuer à travailler. À Pointe-à-Pitre, en tout cas, c'est l'incompréhension. Voilà, c'est ça, parce qu'on a vraiment du mal depuis plusieurs années, et vraiment, ça risque d'être le coup de grâce. On paye encore les conséquences de la grève de 2009, la grève du LKP, on en paye toujours les conséquences de cette grève qui avait subi des conséquences énormes. On pourra en discuter après, mais c'est vraiment très très grave ce qui arrive maintenant, fermé pendant 3 semaines. Je ne sais pas, beaucoup de commerçants vont mettre la clé sous le paillasson. On en discute tout à l'heure. Monsieur Calabre, vous venez d'arriver sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, vous êtes commerçant dans la restauration. Votre principale activité est à Dotemar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vivez ces nouvelles restrictions? En fait, à vrai dire, au départ, en fait, depuis les premières restrictions, on s'est mis en position de s'adapter à la situation, de continuer à y croire, très bien. de se réinventer, comme on a dit si bien pendant toute cette crise, enfin, comme on le dit si bien pendant toute cette crise. Mais là, on finit par ne plus avoir d'inspiration, parce que à un moment donné, quand vous réinventez à partir de quelque chose. Bien sûr. Mais quand vous arrivez à ne plus rien avoir comme appui pour pouvoir vous réinventer, l'inspiration s'estompe, et on en est à ce stade. J'avoue que j'ai très, très rarement un discours pessimiste, mais très, très rarement. Mais j'avoue que nous fatiguons. Nous fatiguons énormément parce que on a cessé
d'écouter ce qu'on nous a dit, donné comme consigne. On a même des fois été au-delà de ce qu'on nous a demandé. Et malgré cela, on nous demande encore de fermer. Voilà, avec toute cette réalité que mon collègue décrivait, parce qu'il ne faut pas oublier qui nous sommes. Vous êtes des gérants avec des employés? Voilà, nous sommes des gérants, mais ce sont des gérants à la tête d'entités qui embauchent du monde, qui embauchent des personnes, et je dis souvent que nous sommes responsables même des enfants de nos salariés. Parce que quand nous gérons mal notre entreprise et que finalement l'entreprise se casse la figure et que ses salariés se retrouvent au chômage, ce sont des étudiants en métropole qui ne perçoivent pas ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir et tout. Donc, ça ne fait pas de nous des dieux, mais nous sommes quand même sur un front où voilà, on a l'impression d'avoir en face de nous des personnes qui sont totalement décousues de cette réalité, tout en sachant que nous sommes en face aussi de cette réalité de la crise sanitaire. Ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes en train de dire que voilà, les gens peuvent mourir, les gens peuvent être malades, ça on s'en fout. Non, c'est pas du tout cela. Nous sommes en face de cette réalité, mais nous sommes aussi des chefs d'entreprise qui n'ont cessé de s'adapter, de trouver des solutions, et des solutions qui pourtant nous semblent plus efficaces que d'autres qu'on laisse ouverts, et on ne comprend pas un peu... L'incompréhension. Voilà, L'incompréhension. Monsieur Vinutolo, on termine avec vous. Vous êtes président de l'association des commerçants de la galerie commerciale d'Estreland. Comment vivez-vous cette situation au niveau... Parce que la galerie commerciale est totalement fermée. La galerie commerciale est totalement fermée, elle est injustement fermée, elle a été injustement fermée, et le sentiment que l'immense majorité, sinon la quasi-totalité de nos commerçants ressent, c'est de la colère. Et je vais vous dire pourquoi de la colère. Je partage complètement ce que Fabrice Calabre a dit quand il dit « loin de nous » l'idée de dire on se moque du problème sanitaire. Bien sûr que le problème sanitaire existe dans le monde entier. Bien sûr qu'il faut gérer ce problème dans le monde entier. Mais comme je le répète depuis le début de cette crise, on ne peut pas opposer travail à santé. Ce n'est pas possible. C'est travail et santé. Parce que, si je reprends le vieil adage, le travail, c'est la santé. Tout à fait. Un individu qui est responsable de lui a un travail. Les chômeurs, c'est plus compliqué. Or, aujourd'hui, si je reprends les 3 derniers mois, enfin, la dernière année, on nous a fait fermer, comme le monde entier, pendant 2 mois l'année dernière. On parlera très certainement des aides apportées, mais ce serait comique, mais je vous en parlerai, des aides que nous avons reçues l'année dernière après 2 mois de fermeture. D'accord. Les entreprises ont dû donc puiser dans leurs ressources. Comme dit Fabrice, comme dit Christian, et nous étions déjà en crise parce que Pointe-à-Pitre paye un lourd tribut au LKP, comme toutes les entreprises de Guadeloupe payent un lourd tribut des suites du LKP. Nous avons été amputés de beaucoup de trésorerie. 1 an plus tard, par une mesure absolument injuste, et j'emploie le terme discriminatoire, on a reçu l'ordre de fermer tous les magasins des galeries marchandes. Or, s'il y a un endroit où le protocole sanitaire était respecté, c'est bien dans les galeries marchandes. On nous a fait mettre des masques, des plexiglas, compter le nombre de personnes à l'entrée, avoir une distanciation, etc. Nous avions des contrôles de gendarmerie extrêmement fréquents dans la journée. Et par une mesure que j'appellerais marketing, on nous a fait fermer 6 semaines de fermeture. Il ne faut pas croire qu'un seul commerçant peut se réjouir de ça, parce que quand nous étions fermés, les autres commerçants, d'ailleurs de centre-ville, Pointe-à-Pitre, Bastia-Haute, savaient qu'un jour ou l'autre, ça pouvait leur arriver, la preuve. On réouvre avec un protocole rallongé. Ça a coûté 70 000 € de mettre en place ce protocole demandé par la préfecture et les autorités diverses. 15 jours plus tard, nous sommes de nouveau fermés. En fait, tout ça pour vous dire qu'en 1 an, nos entreprises ont été fermées 3 mois. Je mets au défi quiconque qui prend des décisions à la préfecture ou ailleurs de ne pas percevoir 3 mois de salaire et d'assumer ses charges de la même manière, parce que nos charges sont là.
Vous savez, lorsqu'on dit vous avez des aides, les aides sont inférieures aux charges. Alors, si c'est 15 jours, 3 semaines, on va pouvoir puiser dans des ressources pour ceux qui les ont, Mais après 1 an où on a puisé, vous savez, à un moment donné, l'eau, elle se tarit. C'est ça. Et nous sommes dans cette situation. Donc, moi, ce que je dis, c'est de la colère et de l'incompréhension. Très bien. Alors justement, vous avez abordé plusieurs sujets, mine de rien, qu'on pourra développer ce soir. Entre autres les aides, mais surtout déjà cet investissement qui a été nécessaire pour s'adapter à toutes ces normes sanitaires qu'il a fallu qu'il faut respecter jusqu'à aujourd'hui, pour que tous les salariés soient protégés, pour que les clients soient protégés, et comme le dit si bien M. Vinitolo, pour finalement fermer et ne pas pouvoir recevoir les clients. Donc finalement, c'est un double coup de grâce, pour reprendre votre terme, Monsieur Bichara. Surtout pour vous, en plus, les petits commerçants, si je puis dire, de Pointe-à-Pitre. On a fait d'énormes efforts pour respecter le protocole. Et là, on se retrouve maintenant devant des situations insolubles. Parce que comment faire tous ces petits commerçants, ils font vivre, comme il l'a dit, c'est les familles, les employés aussi, ils dépendent de nous. Alors, bien sûr, il y a les aides, mais les aides, elles viennent quand même, si on parle du chômage partiel, c'est très compliqué. Vous avez perçu des aides ou pas? Non, les aides, le chômage partiel est mis en place. Nous avançons l'argent, l'État rembourse sur la partie salaire, sur la partie charge. La partie charge est un autre charge. Non, mais on doit avancer le paiement des salaires. On avance le paiement des salaires. Qui est remboursé. Mais les charges, c'est nous. On n'a pas d'entrée d'argent, on a des charges qui sortent. Et là encore, comme vous le dites, si certaines entreprises n'ont pas cette trésorerie, en fait, elles ne sont pas aidées. C'est bon. Alors, elles ne sont pas aidées. Elles ont après des dettes fiscales et sociales. Et quand elles ont des dettes fiscales et sociales, elles ne perçoivent plus d'aide. Donc, c'est le chat qui se mord la queue. Exactement. Mais le chômage partiel n'est pas une aide économique pour l'entreprise, c'est une aide sociale pour les salariés. Pour les salariés. C'est les salariés qui profitent C'est même une charge pour nous, puisqu'en fin de compte, on paye, mais ils nous remboursent 80%, moins que ce qu'on dépense. Et on doit avancer l'argent au moins 3 semaines avant, puisqu'on est remboursé 3 semaines. Donc il faut l'avancer. Donc c'est des salariés c'est très bien pour les salariés, puisqu'ils en profitent, mais c'est surtout une aide sociale pour les salariés et non pas pour l'entreprise. Alors, oui, M. Calabre. Je suis tenté de dire que lorsqu'on parle du chômage partiel comme une aide, non, c'est une aide pour les salariés. Alors, non, mais je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que, oui, c'est une aide pour les salariés, comme tu dis, mais au final, lorsque nous, employeurs, nous payons ce qu'on entend par les charges, parce que le salarié, je ne vais pas faire un cours sur un bulletin de salaire ce soir, mais il y a la partie nette et il y a les charges. Dans les charges, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'assurance maladie, d'accord? Mais il y a aussi cette partie, il y a écrit chômage. Combien de personnes ont travaillé toute leur vie, qui n'ont jamais été au chômage, qui n'ont jamais perçu donc ce chômage, ce fameux chômage-là en question, depuis des années, depuis des dizaines d'années, d'accord? Donc c'est de l'argent cumulé quelque part. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chômeurs, qu'on n'aide pas, mais il y a quand même une cotisation, d'accord, depuis des années sur la partie chômage. Cet argent qui est reversé aux personnes qui sont au chômage partiel, c'est de la remise, de la restitution d'argent cotisé. Alors, ça, c'est comme vous dites, c'est encore un détail, entre guillemets, un peu plus... si on rentre un peu plus dans les détails de la fiche de paye, mais là, moi, je veux m'intéresser à vous, dirigeants, comment vous arrivez à gérer cette situation, parce que j'ai 2 restaurateurs sur le plateau, M. Reynaud, M. Calabre. A priori, vous avez le droit de rester ouvert, mais vous faites de l'emporter, c'est ça? Comment vous vous adaptez à cette situation? Enfin, surtout que vous, a priori, vous ne pouvez plus du tout ouvrir, M. Reynaud, c'est ça? Vous êtes fermé totalement? Non, on a le droit de faire de l'emporter. Oui. Après, ça dépend de votre situation. Si vous avez un établissement qui s'y prête, vous êtes au bord de la route ou vous êtes facilement accessible par les véhicules des clients, c'est simple. Si vous êtes au milieu d'une galerie marchande qui n'a pas de chaland, ce sera difficile d'avoir des voilà. Mais quand j'entends mes collègues, je suis touché. C'est vrai que je pense qu'il faut que tous les citoyens se rendent compte que les entrepreneurs, quand on parle de restaurateurs, on parle
de commerçants. Ils n'ont pas perçu, ça fait maintenant 1 an que la crise sévit en Guadeloupe. Tout à fait. Pour une partie de la population, on parle de ceux qui travaillent dans les administrations, dans le service public, tant mieux pour eux, on n'est pas en train de les envier. Et je suis content qu'ils aient pu avoir leur denier et leur salaire. Mais les entrepreneurs qui ont à la charge, j'entendais Fabrice qui disait que non seulement bon père de famille, on a à la charge de nos salariés, mais aussi de leurs enfants et aussi de la santé mentale, un peu de tout ça. Parce que je peux vous dire que quand on ferme et qu'on réouvre et on ferme, le moral des salariés en prend un coup. Le moral du chef d'entreprise, on va dire que le chef d'entreprise, c'est quelqu'un d'un peu plus costaud. Parce qu'il est résilient, il prend des risques. Il prend des risques. Donc, c'est déjà sur l'échelle, sur la chaîne alimentaire, c'est déjà quelqu'un d'un peu plus alpha. Mais les salariés se démotivent, ils sont en dépression. Enfin, c'est compliqué. Donc, quand j'entends cela, je veux vraiment que la population sache que les entrepreneurs de Guadeloupe, depuis 1 an, ont soutenu l'économie avec leurs bras, avec leurs économies, avec l'argent qu'ils avaient peut-être accumulé ou mis de côté depuis des années. Pire, ils se sont endettés avec des PGE parce que le PGE est un prêt garanti par l'État, mais qu'il faut rembourser aujourd'hui, 1 an après. Tiens, c'est la date d'anniversaire des PGE, c'est maintenant. Nous avons commencé. Aujourd'hui, on commence à rembourser. Donc, on commence à rembourser une charge alors qu'on était déjà à limite et on est toujours en train de fermer. Donc, je ne suis pas en train de jeter la pierre aux institutions parce que c'est difficile d'être préfet, c'est difficile d'être l'État parce qu'effectivement, il y a des lits qui sont en surpopulation, il y a des gens qui sont des... La situation de l'hôpital qui, mine de rien, a toujours été la même. On ne va pas mettre en balance des vies, et comme disait Victor, des vies et du travail. Par contre, c'est important de conscientiser chaque décision que l'on prend parce qu'il n'y a pas que seulement les chiffres des lits, il y a aussi les chiffres de tous ceux qui vont perdre leur emploi et qui vont... qu'on ne quantifie pas. Aujourd'hui, la métrique, comme on dit en anglais, c'est le nombre de lits, mais on ne regarde pas le nombre d'entreprises qui ferment. Ce serait intéressant de mettre ça en lumière aussi, peut-être, le nombre d'entreprises qui ferment, la santé mentale, le moral des entrepreneurs, etc. Donc aujourd'hui, ce à quoi j'appelle, c'est vraiment... on n'a pas forcément la solution autour de la table, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte d'accompagner au mieux les gens qui font vivre l'économie, parce que demain, l'économie... Les enfants, vos enfants qui sont aujourd'hui à l'école, demain, ils seront employés chez Fabrice, chez Victor, chez nous. Si on n'est pas là, il y a déjà, en Guadeloupe, je crois qu'on atteint les records pour les chômeurs de moins de 25 ans. Je crois qu'on est à entre 50 et 60%. Tout à fait. On est le record national. Mais si l'économie est déjà fragilisée par les événements, enfin, du LKP et maintenant de cette crise, si on ne soutient pas les entrepreneurs avec des mesures spécifiques, parce qu'effectivement, il y a le chômage partiel, il y a aussi un certain nombre de choses que l'État a mis à disposition, mais en local, je pense que mon appel aujourd'hui, c'est des mesures spécifiques. Je salue le geste de la région qui avait aidé les restaurateurs via une association. Certains groupes se sont formés par rapport à leur secteur d'activité pour avoir des aides. Donc, en local, il faut vraiment que nos institutions aident à soutenir nos entrepreneurs, que l'État fasse au mieux pour nous soutenir également, et aussi la population. Je pense que chacun doit se sentir concerné. Voilà, si je connais un restaurateur, si je connais un commerçant, je vais peut-être faire du click and collect, je vais peut-être faire de l'emporter, je vais soutenir l'économie. Parce que l'économie, ce n'est pas l'économie des entrepreneurs, c'est l'économie de la Guadeloupe. De la population. Voilà. Je vous remercie, M. Reynaud. Alors, on va devoir se laisser pour une courte pause publicitaire, mais on se retrouve tout de suite après pour continuer sur ce sujet, la réaction des commerçants face à cette fermeture des commerces dits non essentiels. De retour dans le focus ce soir, le thème abordé, la réaction des gérants suite à la fermeture des commerçants dits non essentiels. Sur le plateau, nous avons comme invité M. Fabrice Calabre, commerçant dans la restauration à Dotemar, entre autres. M. Victor Venutolo, vous êtes président de l'association des commerçants de la galerie commerciale de Destréland. M. Christian Bichara, vous êtes commerçant à Pointe-à-Pitre. Et M. Thierry Reynaud, vous êtes commerçant dans la restauration dans une galerie commerciale. Alors, messieurs, nous parlions tout à l'heure des réactions, l'incompréhension, la colère, la responsabilité aussi de vos employés, la responsabilité aussi dans le paiement des charges aussi tout simplement vis-à-vis des administrations, c'est une responsabilité. Le fait certes d'avoir cette
capacité, entre guillemets, de résilience face à une autre partie de la population qui, elle, attend sur un salaire. Bon, a priori, ce n'est pas votre cas, mais il n'empêche que c'est quand même une situation relativement précaire et instable. Là, j'aimerais parler avec vous de, comment vous dire, des fameuses mesures mises en place. Comment vous le vivez? Est-ce que c'est à proprement parler réel, entre autres les aides? Mais avant cela, Monsieur Calabre, rapidement, comme vous êtes dans la restauration, je voulais que vous puissiez nous expliquer comment vous vivez, c'est le premier jour, la restauration à emporter. Comment ça se passe? Ben écoutez, comment ça se passe? Alors, on s'est mis en posture d'observation déjà, parce que c'est censé être un confinement pas comme le premier. Et donc, contrairement au premier confinement, où d'entrée de jeu, on avait mis un certain nombre de personnes en chômage partiel, on s'est dit, bon, ben, on regarde voir quel est le comportement du client lambda. Est-ce que les gens allaient répondre? Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, on a fait une ouverture, je n'ai pas peur d'annoncer les chiffres, où on va terminer entre 30 et 40% du chiffre de la journée avec les charges globales d'une journée normale. D'accord? Donc, nous allons étudier en fait les choses pour adapter le tir. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que, vous savez, il y a pléthore d'informations dans la tête des gens. Et ça finit par être de la mésinformation. Et il y a tout un amalgame. Les gens, ils ne savent plus qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, à quel moment il faut y aller, comment il faut y aller. Ils retiennent restaurants fermés, les non-essentiels fermés, et c'est terminé. Et puis aussi le fait de pouvoir se déplacer avec un justificatif. Aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer si on n'a pas une attestation. Donc, qui sont vos clients concrètement? Alors, nos clients, ce sont effectivement de ce que j'ai pu observer, en tout cas aujourd'hui, ce sont nos clients de proximité. Les quelques travailleurs salariés de la zone, on a eu un peu de ça, mais on n'a vraiment pas eu le flux habituel. Et donc, je voudrais profiter de cette antenne-là ce soir, pour dire à la population de Guadeloupe que les restaurants ne sont pas ouverts pour consommer sur place, mais ils restent ouverts pour la vente à emporter. Et surtout, ils doivent continuer à venir consommer chez ces restaurateurs qu'ils trouvent en temps normal, parce que, quelque part, il est important de soutenir ce tissu économique qui est autour d'eux, parce qu'eux-mêmes, ils font partie de ce tissu économique. Et je m'étais amusé à faire une petite démonstration en expliquant que quelqu'un qui mange une côte de porc, enfin bref, dans mon enseigne, pour ne pas citer, vous serez le seul à pouvoir le faire. Donc, quelqu'un qui mange une côte de porc chez moi fait vivre celui qui travaille dans la porcherie, fait vivre aussi celui qui travaille à l'abattoir, celui qui travaille à l'usine d'aliments que je ne vais pas citer, où il y a des salariés guadeloupéens, fait vivre celui qui découpe la viande, celui qui assaisonne, celui qui fait griller. Voilà, c'est tout un ensemble de Guadeloupéens qui perçoivent un salaire de par ce geste de consommation locale. Donc, j'appelle vraiment à cette continuité de proximité, de consommation de proximité dans les restaurants. Nous sommes encore opérationnels en vente à emporter. Il faut que les gens le retiennent, parce que ça, c'est pas toujours évident. Alors, cette question me sur l'épine, puis-je dire. Les aides, concrètement. Vous avez parlé tout à l'heure d'aides pour payer une partie des salaires, mais qui finalement ne vous aident pas directement. Est-ce que vous, en tant que gérant, concrètement, ne mâchons pas les mots, hein, pas de langue de bois s'il vous plaît, nous sommes à Canal 10, est-ce que vous êtes aidé? La réponse... Non, les aides, on les attend encore, on les attend. La réponse est très ambiguë, et je vais vous la faire. Mais permettez-moi juste une petite remarque. Bien sûr. Je reviens sur les entreprises fermées, les entreprises ouvertes. Vous savez, quand on dit qu'une entreprise non essentielle est fermée, ne voyez pas ça, surtout qu'on ne s'imagine pas que c'est un bureau qu'on ferme avec une clé, on ferme une porte et puis on va la réouvrir. Une entreprise fermée, c'est Christian qui n'a plus de boulot. C'est Catherine qui ne sait plus comment nourrir son gamin. C'est Patricia qui ne sait plus si elle va payer les études de son enfant. C'est ça, une entreprise non essentielle. Ce sont des gens, ce sont des individus. Et j'aimerais beaucoup
que les autorités, du plus haut au plus petit, cessent de dire des entreprises non essentielles, parce que ça voudrait dire qu'il y a des salariés non essentiels. Il faut arrêter ce C'est terme-là. une qualification péjorative, injurieuse, en fait. C'est très injurieux de dire à un commerçant d'abord que son entreprise n'est pas essentielle parce que ses impôts sont essentiels, là par contre pour la collectivité. Oui. Et puis c'est très injurieux pour un salarié qu'on lui dise qu'il travaille quelque part qui n'est pas essentiel. C'est très injurieux. Bien sûr. Et vous savez, on emploie beaucoup de termes dans la langue française pour qualifier les choses. J'aimerais beaucoup qu'on arrête de dire que les entreprises ne sont pas essentielles. Bien Tout sûr. est essentiel à la vie de la société. Tout. Pour revenir aux aides, alors d'abord, historiquement, au mois de mars et d'avril l'année dernière, 1 500 euros C'est cela. pour une entreprise. Oui. Vous comprenez à quel point c'est ridicule. Bien sûr. C'est un ridicule épouvantable. Ça paye pas un salaire. Ça paye même pas un SMIC. C'est ça. Même pas un SMIC. C'est ça. Aujourd'hui, c'est lié à beaucoup de choses. En fait, les entreprises, et vous allez me permettre de rebondir sur un scandale monumental. Mais avant de rebondir sur cela, les entreprises ont le droit de percevoir, quand elles ont été fermées tout le temps, par exemple, le mois de mars a été entièrement fermé, on a droit aujourd'hui, puisqu'on a une baisse d'activité de 100%, à une prime qui peut aller jusqu'à 10 000 euros. 10 000 euros. Alors, lorsqu'on dit à quelqu'un, un individu, 10 000 euros, waouh, si on nous donne à vous ou à moi 10 000 euros, pour un mois, c'est pas mal, je pense qu'on va passer un bon week-end. Mais pour une entreprise, 10 000 euros, c'est rien. Oui. C'est rien, surtout qu'on prend des décrets pour empêcher de travailler. L'État est devenu l'actionnaire de ma société. L'État numéro 1, l'actionnaire numéro 1, il m'empêche de travailler. Il a décidé que je ne pouvais pas travailler. C'est donc l'actionnaire numéro 1. Mais c'est un très mauvais gestionnaire, comme chaque fois d'ailleurs, parce qu'il m'empêche d'avoir des recettes. Et il ne prend aucun arrêté pour empêcher les sorties. Je dois payer mon loyer, je dois payer mes charges d'électricité, de téléphone, je dois payer les charges sociales parce que le chômage partiel est remboursé par l'État. Mais les charges du chômage sont à la charge de l'entreprise. C'est ça, les charges de l'entreprise, elles ne sont pas accompagnées. Ne sont pas accompagnées. Nous avons, comme on a dit, pris des PGE. Alors déjà, c'était une aberration économique de prendre un PGE, parce qu'en fait, on prend un prêt, c'est un peu technique, mais normalement, on fait un prêt dans une entreprise pour valoriser son entreprise. Okay. Là, on faisait un prêt pour rembourser une dette. Déjà, c'est une aberration économique. A priori. Mais soit, on l'a fait, on avait besoin de trésorerie. Mais maintenant, on commence à rembourser un prêt alors qu'on est encore fermé. Et les aides, on les a souscrites il y a quelques jours pour le mois de mars et elles seront remboursées peut-être en mai. Mais en attendant, c'est 10 000 euros ridicules, entre guillemets. Mais il faut bien qu'on les avance. Mais on n'a pas d'entrée d'argent depuis plus d'un mois. C'est hallucinant. Oui. Et alors là, c'est le scandale numéro 1. Et j'invite tous les responsables politiques, toutes nos élites politiques à se poser sur cette question. Monsieur le maire, ministre de l'économie, a annoncé à grand renfort de publicité, il n'y a pas très longtemps, que les charges fixes des entreprises seraient prises en charge à 90% pour toutes les entreprises fermées administrativement par l'État. Ça veut dire qu'en fait, notre loyer, etc., nos charges diverses seraient prises en charge à 90%. Sauf que dans le décret, et ça, il ne l'a pas dit à la télé, dans le décret, vous m'entendez, aucune entreprise d'aucun DOM de France n'est éligible. Aucune. Parce qu'il faut avoir 500 salariés et faire un chiffre d'affaires de 1 million d'euros par mois. Alors, disons, il n'y en a peut-être qu'une seule qui est éligible dans les DOM. Aucune. Aucune. Non, il paraît qu'ils vont réduire. Je répète, aujourd'hui, la réponse du DGFiP de la Guadeloupe, moi, monsieur, j'applique les décrets. Le décret, 500 salariés, 1 million d'euros par mois. Aujourd'hui, nous avons saisi quelques commerçants, le directeur de la galerie de Destréland et quelques autres commerçants, nous avons saisi l'Assemblée nationale via un député, Olivier Servat, pour ne pas le nommer, puisqu'il est le patron de la délégation Outre-mer, de façon à faire réviser la loi. Mais, enfin, un jour, peut-être, pour l'instant,
cette loi n'est faite que pour les multimilliardaires. En fait, je vous Et entends. qui a besoin de sous? C'est les petits commerçants qui ont besoin de sous. fait, Les tout à fait. multimilliardaires, s'ils font un régime, ils seront milliardaires. Les smicards, s'ils font un régime, ils sont morts. Donc, le souci aujourd'hui, c'est que les soi-disant aides, on ne les voit pas arriver. Clairement, on ne les voit pas arriver. Je comprends. Non, les conséquences vont être énormes. Parce que nous avons les échéances à la fin du mois d'avril, C'est cela. du mois de mai, avril, oui. Et donc, il y aura des impayés. Et les impayés, un impayé, ça entraîne des conséquences graves au niveau de la Banque de France, etc. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2009, après la LKP, la SFAC, qui est l'assureur des fournisseurs, des factures fournisseurs des commerçants, Oui. avait retiré ses billes de la Guadeloupe, n'assurait plus les commerces de Pointe-à-Pitre. Il a fallu une intervention de la chambre de commerce de l'époque pour convoquer un directeur de la SFAC pour venir pour qu'il puisse de nouveau assurer les fournisseurs, les clients, les entreprises guadeloupéennes vis-à-vis de leurs fournisseurs en métropole. Parce qu'un fournisseur en métropole, il ne vous envoie pas de marchandises. Voilà, ou vous payez comptant d'avance, ou vous avez une garantie SFAC et vous fait 30-60 jours. Mais sans cette garantie SFAC, c'est fini. Vous ne pouvez même plus commander chez votre fournisseur. En 2009, ça avait été le cas. Alors, ce qui est à craindre, c'est que s'il y aura beaucoup d'impayés à la fin de ce mois-ci, Bien sûr. ce que nous craignons, c'est que la SFAC réagisse encore de cette façon et ça nous posera énormément de problèmes vis-à-vis de nos fournisseurs. Ce mois-ci, peut-être que les mois antérieurs Et les mois qui aussi, suivent. enfin Ouais. voilà, les mois Ouais. futurs. Ouais. Je disais C'est calable. aussi, autre barrière à la perception de ces aides, c'est d'être à jour de ces charges, De ces cotisations. Oui, quand on a- ouais. fiscales et sociales. Aberration. Vous avez dit ce soir, on est sur Canal 10, pas de langue de bois. Non. Pas de Allez-y. langue de bois, j'ai pas peur de dire En toute que j'ai des courtoisie. structures parmi mes structures, j'ai des structures qui effectivement sont dans ce cas-là et qui effectivement ne pourront pas percevoir ces aides. Et ça ne veut pas dire pour autant que cette structure n'embauche pas du monde, ne paie pas des salariés, ne crée pas d'activité dans ce pays. Mais nous sommes devant une réalité qui fait que... Alors, et c'est là où je me dis que on marche un peu sur la tête. Parce que nous sommes devant une administration qui effectivement prétend aider, oui, parce qu'elle aide, mais avec des conditions qui sont assez souvent inaccessibles pour ceux qui nécessitent vraiment ces aides-là. Une vraie aide, par exemple, ça aurait été une exonération, par exemple, des impôts ou des charges sociales, Ça, ce serait une vraie... par exemple. Tout à fait. Mais je ne parle pas que de ça, mais en fait, il faut prendre les entités économiques dans leur globalité, dans leur réalité, dans leur globalité, et dire que je suis là pour appliquer les textes. Voilà. Moi, quand j'entends, alors sur la question de qu'est-ce qui est essentiel et du non essentiel, il y a 24 heures de cela, le gouverneur de la Guadeloupe, le préfet de... Un lapsus, un lapsus. Le préfet de Guadeloupe, je n'ai rien contre les concessionnaires de voitures, mais lorsqu'on lui pose la question sur une autre antenne, à savoir, les concessionnaires, est-ce essentiel, et qui prend la journaliste en lui disant que si vous tombez en panne en emmenant votre enfant à l'école, il vous faut acheter une voiture, eh bien, je dis aussi que les chaussures de ces enfants-là peuvent s'user, ils peuvent ne pas avoir une bonne paire de chaussures pour aller à l'école, et il faut acheter une paire de chaussures. Vous me Donc là, devancez, monsieur on partira... Comment? Vous me devancez, monsieur Calab. Ah ben, Je tenais à aborder ce point, ne vous d'accord, inquiétez pas. D'accord. Concernant les commerces dits essentiels ou non essentiels, a priori, les concessions de véhicules sont considérées comme essentielles en Guadeloupe, où il est considéré que le parc automobile est plus conséquent que le nombre de personnes. Donc, qu'en pensez-vous, messieurs? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire, je suis ravi que les concessionnaires automobiles soient ouverts. Dites-moi tout. Je suis ravi Dites-nous de tout. cela parce que moi, en tant que commerçant, ma vision, c'est que tous les commerces doivent être ouverts. Un commerçant est fait pour travailler. Un commerce ne reçoit... Nous ne demandons pas de subvention. Nous ne demandons pas d'exonération. Nous voulons travailler. Nous sommes des travailleurs. Nous voulons travailler. Mais lorsque j'entends que quand votre voiture tombe en panne sur la rocade, vous appelez un concessionnaire et que vous lui dites « livrez-moi une voiture sur la rocade », je me dis... Peut-être que le préfet n'achète pas de voiture. Certainement. Qui ne connaît pas ce certainement, process. certainement. Mais peut-être a-t-il une méconnaissance de la suite. Parce que quand on amène son enfant à l'école, il arrive que le pied de l'enfant grandisse et qu'il ait besoin de changer de chaussures. Oui. Est-ce
est-ce indispensable qu'un enfant ait une paire de chaussures pour aller à l'école? Non essentiel. Est-ce indispensable, est-ce essentiel qu'un enfant ait un vêtement pour aller à l'école? Est-ce essentiel qu'un enfant ait une calculatrice pour aller à l'école? Est-ce essentiel qu'un enfant puisse manger, éventuellement que ses parents n'aient pas eu le temps de préparer un repas, que les enfants puissent... Enfin, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire derrière tout cela, dans l'essentiel. C'est pour ça que je dis, je suis ravi que le concessionnaire soit ouvert, ravi, parce que tous les commerces doivent être ouverts sans exception. Nous avons un problème sanitaire, soit. Alors, j'ai entendu le préfet hier soir au journal d'une autre chaîne dire que 1 milliard avait été donné à la Guadeloupe pour l'aide Covid. D'accord. Ma question est la suivante, et je la pose vraiment sans animosité et sans polémique. Quel est le prix d'un lit d'hôpital? D'un lit d'hôpital de réanimation. Combien coûte un lit d'hôpital de réanimation? Un lit. Alors, mettons une partie de ce 1 milliard dans les lits de réanimation. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais quand même. Oui. Mais quand même. On en Puisqu'on fait nous tous, hein. confine tous les 3 mois parce que les urgences, les 20 lits des urgences sont saturés. Eh bien, peut-être passons à 40 lits. Peut-être que ça coûtera moins cher à la collectivité et que tout le monde pourra travailler. Il me semble que quelque part, à un moment donné, il y a de la logique. Je répète, l'État est un très mauvais gestionnaire. Il a pris le contrôle de ma société. Il me crée plus de dettes que de recettes. C'est un très mauvais gestionnaire. C'est le résultat logique, en tout cas, c'est Me la semble-t-il. déduction logique. Ce n'est pas pour accuser ou mettre la table sur qui que ce soit, Bien mais sûr. simplement parler de faits. Justement, c'est bien que vous parliez de cette logique ou dite non logique, parce que j'aimerais comprendre, du coup, comment pensez-vous, Monsieur Kala, vous avez parlé d'adaptation, est-ce que vous voyez une solution à cette situation, les 3 semaines, et puis qui dit que les 3 semaines ne vont pas être cumulées à d'autres semaines? Est-ce que vous voyez Il faut une... être naïf, il faut penser que ça va durer 3 semaines. C'est ça. Chaque fois qu'on a une annonce de fermeture, c'est doublé. La première fois, dans les centres commerciaux, nous avait annoncé 9 jours. C'est cela. Ça a duré 6 semaines, en 3 fois. Vraiment, ne soyons pas naïfs. Jamais, j'aimerais perdre mon pari, mais jamais on sera déconfiné dans 3 semaines. Jamais. J'entends. Ni naïf, ni amnésique. Hein. Ni Je pense amnésique, que voilà. c'est On important. a 1 an d'ancienneté, on a vu chaque fois comment c'est annoncé, c'est chaque fois un peu repoussé, etc. On ne veut pas dire les choses brutalement. On a peur, à juste raison, hein, me semble-t-il, d'annoncer à une population qu'elle sera confinée peut-être jusqu'aux vacances où on va commencer à ouvrir les aéroports. Je suis pour l'ouverture des aéroports. Hein. Mais enfin, voilà. Enfin, vous voyez, il faut arrêter, comme vous dites si bien, la langue de bois. Il faut arrêter. On a fini d'être des gamins. Hein. Il me semble que l'aéroport est ouvert de toute façon, parce que d'un point de vue économique, il y a des structures de tourisme qui fonctionnent très bien. Et tant mieux. Et tant mieux qu'il y ait encore une fois des structures de tourisme qui fonctionnent. Manifestement, au bout d'1 an, la gestion du stop and go ne fonctionne pas. En fait, j'entends votre politesse, Monsieur Vinutolo. C'est très bien que certains commerces soient ouverts, mais ce serait encore mieux si tous Tous les étaient ouverts. commerces étaient ouverts. Voilà, Parce c'est ce que qu'il nous faut sommes pouvoir des dire. entrepreneurs responsables Oui. et nous savons prendre nos responsabilités comme d'autres savent le faire. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on décrète que voilà que nous sommes des grands enfants qui ne savent pas se comporter. Je ne comprends absolument pas. Avec des surfaces moindres que d'autres, nous ne sommes pas en mesure. Mais si vous saviez la quantité de moyens qu'on s'est donné pour pouvoir respecter ces règles. Oui. Moi, je ne suis pas, j'ai jamais été préfet, jamais été président de quoi que ce soit, d'aucune collectivité. En revanche, je reste attaché à la réalité, là, les 2 pieds sur terre, et je me dis que des fois, il faudrait que le travail se fasse réellement, vraiment sur le terrain, et qu'on puisse, que des décisions qui sont prises dans des bureaux à 8000 km par des cols blancs ne soient pas imposé ici en Guadeloupe, qu'on soit en face de notre réalité. Bon, après, je suis déjà sur le volet politique. Mais Il faut en vouloir aussi à nos élus, parce qu'il paraît que ce sont nos élus, nos maires en Guadeloupe, qui ont voulu cette fermeture. je les laisse en Donc, face on peut pas d'eux-mêmes parler seulement à du se regarder. gouvernement à Paris. Totalement d'accord. Je les laisse aussi en face d'eux, Oui, d'eux-mêmes, bien parce sûr. qu'ils sont censés être concertés. Parce que lorsque Voilà. des décisions sont prises, le Mais préfet dit, je viens... Voilà. Il a dit que ce sont les maires de Guadeloupe qui ont voulu cette fermeture. Donc eux aussi, ils n'ont pas mesuré l'importance de cette fermeture
vis-à-vis des petits commerçants, toutes les conséquences. Ce sont ces mêmes maires qui demandent du sponsoring lors temps. des manifestations, les mêmes associations que ces mêmes collectivités envoient nous voir pour aider, tout ça. Je ne suis pas contre le fait de mettre, mais il faut qu'on soit... Voilà. De Paris et des On se comprend. Après, j'entends que vous avez presque peur de dire que vous impliquez dans la politique, mais nous faisons partie d'une politique. La politique, c'est la gestion de la cité, c'est la gestion du peuple, c'est la façon dont on fonctionne, ça fait partie de nos activités, ce qu'on décide de faire, ce qu'on ne décide pas de faire, pour qui on vote, pour qui on ne vote pas. Bref, on ne va pas s'étendre sur ce sujet, nous sommes censés parler que des commerçants. Mais c'est vrai que tout ceci est c'est sine qua non, j'ai envie de dire, intrinsèque, ça fonctionne ensemble. Donc après, c'est vrai que j'ose croire que ce focus aura interpellé tant la population civile qui consomme chez vous, qui fait partie, comme vous dites, du tissu économique de la Guadeloupe, que de ceux qui sont, entre guillemets, dans les administrations et qui sont chargés de prendre des décisions pour le bien-être, a priori, de toute la population. Donc voilà, j'ose croire que ce focus aura permis, en tout cas, d'éclaircir un peu plus la situation des commerçants guadeloupéens. Il faut savoir qu'au niveau des chiffres, à peu près en moyenne, 14 000 entreprises ouvrent en Guadeloupe, un petit peu moins fermes, certes, mais il y a cette vraie volonté d'entreprendre, elle existe. Sur une population de 450 000 personnes, ça fait quand même un pourcentage intéressant. La zone de Jarry, c'est 6 000 entreprises. C'est pas négligeable non plus. Après, il y a les bourgs, les poumons économiques comme Pointe-à-Pitre, certes, est de plus en plus esselé, délaissé. En plus, avec les mouvements de grève associés, ça n'aide pas. Mais heureusement que la population exactement a participé. Oui, comme je vous dis, c'est une vie politique, tout ça. C'est pour ça qu'au niveau maintenant de l'économie, c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse comprendre qu'on a aussi notre part à jouer. Je vous remercie, messieurs. Peut-être, Monsieur Reynaud, vous auriez un mot pour la fin, pour conclure. La jeunesse. Très bien. Alors, j'aimerais partir sur une note optimiste. Je sais qu'on est, je le comprends, en colère et que le moral peut être affecté, mais je veux vraiment qu'on parte sur une note optimiste. Je crois et j'espère qu'on va réouvrir dans 3 semaines. Donc, c'est une croyance que je mets dans les autorités. Je veux aussi qu'on transcende toute notre négativité, notre colère entre nous, les administrations, les maires, etc., pour qu'on soit solidaires. On a besoin de tout le monde pour qu'on travaille ensemble. Il y a un moment difficile à passer, que ce soit les institutions, les commerçants, la population, il faut qu'on soit tous solidaires pour qu'on puisse s'en sortir. Voilà. Excellent. Je vous remercie, Monsieur Reynaud, Bichara, Benitolo et Calabre pour votre présence ce soir, pour vos témoignages. Et j'espère que pour la population, mais écoutez, vous pouvez revoir cette émission sur le replay sur Facebook, sur YouTube de Canal 10. C'est tout pour ce soir, pour le Focus. On se retrouve demain soir pour la tranche d'information et puis pour un nouveau Focus. Excellente soirée à tous.